Dans ce contexte, que penser de la mise en scène russe, il n'y a pas d'autre mot, du placement d'un missile nucléaire dans son silo de lancement? Donc Moscou tourne et diffuse ces images pour que tout le monde les voit. Un missile balistique nucléaire intercontinental chargé dans ce silo de lancement à Kozelsk, donc une ville à l'ouest de Russie. Le voici, ce silo. Et c'est de là que partent notamment ces missiles nucléaires intercontinentaux. On est encore une fois dans la manipulation d'un symbole, je ne pense pas que ça soit autre chose, d'un signal russe sur le maniement, la manipulation de cette arme nucléaire. Emmanuel. On souffle le chaud et le froid. D'un côté, le président Poutine a redit il y a quelques jours que l'arme nucléaire ne serait utilisée qu'en réponse à une attaque. Et puis, quelques heures après, Dmitri Medvedev, tel le bon ou le mauvais policier, dit qu'au contraire, la Russie a tout à fait la capacité de se défendre en brandissant la menace de nouvelles armes, notamment en ayant à l'esprit les armes hypersoniques. On voit ces images. Donc, encore une fois, c'est des images pour montrer que la dialectique nucléaire est toujours là. Enfin, en même temps, ces images ne font que confirmer le fait que la Russie est en posture nucléaire depuis le début de ce conflit et même avant ce conflit. Est-ce qu'il faut y voir un lien avec l'annonce, alors elle n'est pas encore officielle, c'est CNN qui l'a faite, mais elle n'a pas été démentie, elle sera vraisemblablement confirmée, de la livraison de missiles patriotes, c'est-à-dire des missiles anti-missiles, livrés aux Ukrainiens. Probablement. À chaque fois que l'Occident franchit un cap, la menace nucléaire est ressortie à Moscou. Pour relativiser, il faut redire qu'elle est brandie à Moscou par l'entourage de Vladimir Poutine et notamment Dmitri Medvedev ou notamment certains propagandistes, mais qu'elle ne l'est pas par Vladimir Poutine lui-même. Et pour relativiser aussi, il faut rappeler qu'au G20 de Bali, c'est juste, visiblement, c'est la seule ligne rouge de Xi Jinping vis-à-vis de Vladimir Poutine, le nucléaire. Et donc il y a eu quand même une reprise en main, visiblement, de la Chine, de la Russie par la Chine, à ce niveau-là, au G7 de Bali le mois dernier. Donc c'est toujours pareil. Alors, personne ne peut s'assurer que le pouvoir russe, un jour, ne franchisse cette ligne rouge. Enfin, pour l'instant, c'est quand même toujours pour faire peur à l'Occident, pour freiner les livraisons d'armes de l'Occident à l'Ukraine, pour faire peur aux populations et faire en sorte qu'elles se retournent contre leur gouvernement. Ça vient en même temps, enfin là je pense que c'est une coïncidence, mais ça vient en même temps qu'un sondage, enfin que la conférence sur l'Ukraine de Paris, et cette unité réaffirmée depuis plusieurs jours en faveur de l'Ukraine. C'est tout ça que ça veut contrer en fait. Elle s'adresse d'abord aux opinions occidentales, ces images. Oui, oui. Maintenant, parce que ça n'est que le chargement. Alors, ça n'est que... Alors, expliquez-nous, voilà, général. Expliquez-nous ce qu'on voit. On voit un missile qui est chargé dans un silo, mais comme nous avions ça sur le plateau d'Albion, c'est-à-dire que, ils ont changé de missile, ils ont mis un missile plus moderne, est-ce que c'est un missile qui a été revu, j'allais dire, en termes de maintenance opérationnelle, et donc ils le remettent en place. Mais en tous les cas, oui, les images montrées ainsi, ou j'allais dire transmises, c'est l'occasion de dire, attendez, vous avez vu, on est quand même en posture nucléaire, et on est en mesure de réagir si jamais on est attaqué. Donc il y a toujours cependant, est-ce que ça répond au déploiement possible des patriotes? Est-ce que ça répond? C'est toujours c'est un dialogue, en fait, un dialogue. Ce genre de manœuvres, on les effectue souvent? Non, pas souvent, parce que, mais ces missiles, si on veut être sûr qu'en appuyant sur le bouton, ça parte, de temps en temps, il faut quand même les réviser. C'est plutôt rassurant que les missiles soient quand même... plutôt rassurant de part et d'autre, hein, parce qu'il n'y aurait rien de pire que les missiles qui soient hors contrôle et qui puissent partir sans aucune forme de vérification. Ça fait partie de la grammaire nucléaire, vous l'avez raison de le dire. Et il y a quelques jours, à Ankara, les chefs des services de renseignement russes et américains ont parlé de cette posture nucléaire. D'ailleurs, je rappelle qu'ils sont dans une... Ils en ont encore parlé. Ils en ont reparlé. On est dans une logique du START, le START 1, le START 2, de réduction des nombres de missiles, de part et d'autre, des 6000 de chaque parce côté. Que ces conversations, elles avaient été interrompues par la Russie. Oui, mais elles ont repris. Elles ont repris. Ouais. William Burns a parlé à Nereshkin, à Ankara, il y a un mois. Et il y a eu de nouveau à Istanbul il y a quelques jours. On pense qu'une grande partie des missiles russes ne sont plus effectifs
parce que, d'après ce que j'ai pu... Mais ça, je parle vraiment sous votre contrôle, n'étant pas un spécialiste du missile nucléaire, je n'en lance pas tous les jours, mais en tous les cas, il faut changer très fréquemment le carburant, parce que sinon, la fusée, le missile ne part pas. Et de l'analyse des Américains, et c'est pour ça qu'ils ont vraiment... Expliquez-nous, pardon, général, il faut changer le carburant, qu'est-ce que ça Non, mais c'est-à-dire que Quel carburant? En fait, ça part, il y a du carburant pour Le propergol. le propergol qui lance, qui fait partir le missile. propulseur. Le propulseur. Ah, voilà. Et donc, il y a une séparation d'étages. En fait, c'est une fusée. C'est une fusée, moins, voilà. Une Et donc, mini-fusée. Et c'est dire ce qui faisait dire aux militaires du Pentagone, au début du conflit, s'ils nous menacent de l'arme nucléaire, allez, on y va, parce que nous, on est quasiment certains que la plus grande partie de l'arsenal nucléaire russe n'est plus effectif. Et le message peut-être là qui est donné, c'est justement, nous entretenons nos missiles, nous sommes encore capables de changer le carburant, et on vous le signale, ne croyez pas ce que disent vos services de renseignement. Il peut y avoir ce message-là. Voilà. Ne croyez pas que nos missiles sont dans le même état que nos gilets pare-balles, ceux qu'on distribue aux mobilisés, ou nos vieilles pétoires qui datent des années 60. Oui, parce que la démonstration technologique, elle est quand même très impressionnante. Regardez ces images, elles sont extrêmement impressionnantes. C'est-à-dire, voilà, c'est remarquablement tourné, voilà. avec le drone, au sol, avec la contre-plongée. Ça rappelle que la Russie, enfin du moins l'URSS en son temps, fut une puissance technologique, que l'URSS fut la première à envoyer, je veux dire, un satellite dans l'espace, le premier homme dans l'espace. Je veux dire, ça n'a pas été rien l'URSS. Et ça rappelle cela. Mais encore une fois, ça c'est des engins qui sont hyper anciens. Hein. C'est pas de la technologie moderne, ce qu'on voit là. Dire que c'est pas un hasard si la France, par exemple, a enlevé, a démantelé le plateau d'Albion, parce que parce que ça ne servait strictement à rien. Il vaut mieux avoir des lanceurs très mobiles, sous-marins nucléaires, des avions, etc., que d'avoir ces machins-là. On n'a plus de lanceurs comme celui-là. Non, on avait ça sur le plateau d'Albion. Donc des missiles fixes qui étaient, c'était l'armée de l'air qui s'en occupait, sous silo. Et donc les gens étaient mis en alerte régulièrement. Il y avait des entraînements réguliers pour être en mesure de répondre si jamais la France était attaquée. Aujourd'hui, on a encore deux composantes, une composante aérienne sous les Rafales et une composante maritime avec les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Mais il n'y a plus de silos. On n'a plus de silos. Comme celui-ci. Non. Parce que c'est trop vulnérable. Ça sert à oui, rien. c'est vulnérable. C'est surtout aussi des économies financières et la pression des pacifistes. Énorme. Oui, bien sûr. Ouais. Attachez vos ceintures. Parce qu'à propos d'armes, on en vient à ces révélations britanniques sur les fameux drones iraniens kamikazes utilisés par la Russie. Regardez, ces armes, ça fait partie maintenant des 2 ou 3 armes les plus redoutables utilisées par Moscou contre les villes ukrainiennes. Ce sont ces drones kamikazes qui terrorisent 2 ou 3 fois par semaine des villes comme Kiev, comme Lviv ou comme Mykolaïev. Presque tous les jours, ces drones iraniens, eh bien, l'analyse de quelques-uns de ces drones, le démontage de quelques-uns de ces drones, tenez-vous bien, démontre que la plupart de leurs composants sont occidentaux et même américains. La terreur russe via les instruments iraniens repose sur la technologie occidentale et l'embargo depuis plusieurs années en ce qui concerne l'Iran. Eh bien, avec l'embargo, visiblement, ça ne change rien. Ces armes-là reposent sur la technologie et les composants occidentaux, des matériaux occidentaux. D'abord, on regarde plus clairement ce dont il s'agit, et puis on va en discuter. Voici les indispensables avec Quentin Berrichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. D'abord, qui a découvert cela? Qui a découvert cette réalité et comment? Ce sont des enquêteurs britanniques, David, qui travaillent sur les armes utilisées lors des conflits. Cela s'appelle le Conflict Armament Research. Depuis le début de cette guerre, ils se sont rendus 3 fois en Ukraine et lors de leur dernière mission, ils ont mis la main sur 4 de ces fameux drones kamikazes iraniens utilisés par les Russes. Les voici en images, ils les ont récupérés sur le champ de bataille. Certains avaient été interceptés avant leur explosion. Des drones qui, vous le savez, servent beaucoup à détruire les infrastructures civiles sur le sol ukrainien. Ces enquêteurs ont en quelque sorte fait l'autopsie de ces drones, les ont démontés, décortiqués pour analyser chaque composant et leur conclusion laisse pantois. Plus de 80% des pièces de ces drones iraniens proviennent des États-Unis.
82%, alors même que l'Iran et la Russie sont soumis à un embargo américain justement sur ces matériaux militaires. L'Iran, même cet embargo qui date d'il y a plus de 10 ans. Alors on trouve de tout, David. Regardez ces clichés. Ce servomoteur, par exemple, il se trouve au niveau des ailes de l'appareil. Il sert en réalité à manœuvrer l'engin. Eh bien, ce servomoteur, il est américain. Les câbles également, ils se trouvent au cœur de l'appareil. C'est en quelque sorte le squelette du drone. Eh bien, là encore, ces câbles, ils sont américains. Le matériau également, qui fait la carlingue du drone, eh bien, là aussi, cette fibre est américaine. Alors, comment l'Iran, en l'occurrence, et la Russie, se procurent-ils ces matériaux? Comment parviennent-ils à contourner les sanctions, les embargos? Eh bien, la recette est finalement assez simple. Ils achètent en fait du matériel civil, des drones civils par exemple, comme vous voyez en image, que l'on peut acheter nous-mêmes. Ils contiennent des microprocesseurs ou encore des GPS, mais qui ne sont pas soumis en réalité à l'embargo américain, et ils les adaptent ensuite, regardez, à leurs drones militaires. Exemple avec ce gyroscope, regardez qu'ils ont trouvé dans un des drones iraniens. C'est un appareil qui permet au drone de se repérer dans l'espace et de rester en l'air. Eh bien, cette pièce, on la retrouve également dans un drone civil que l'on peut acheter, vous et moi, et le piloter grâce à un permis. Les Iraniens l'ont juste adapté à leur Shahed 136. La deuxième explication, c'est que les Russes et les Iraniens se fournissent également dans des pays qui ne sont pas soumis à un embargo et qui n'appliquent pas de sanctions à la Russie, comme la Chine ou encore les Émirats arabes unis. Merci Quentin. Alors c'est à la fois passionnant, simple comme bonjour. En clair, ces drones, ce ne sont pas des armements sophistiqués et l'embargo est complètement impuissant. Oui, mais il faut comprendre. C'est la morale de l'histoire? Non, non, parce que d'abord, c'est des armements iraniens. Il faut voir que... Mais il y a un embargo contre l'Iran. Oui, c'est un embargo américain contre l'Iran. Américain. Mais ce qui veut dire que le reste du monde, d'une façon ou d'une autre, se débrouillait pour commercer, et notamment pour ce qu'on appelle le matériel à double usage, comme ces fameux drones à usage civil, ce qu'on appelle à double usage. On peut transformer ça en armes militaires. Donc, continuer à alimenter l'Iran. Là, nous, on ne leur vend pas d'armes non plus. Non, mais on leur vend pas d'armes, mais c'est le double usage. Ni de composants destinés à fabriquer des armes. Qu'est-ce qu'on fait? On vend le double usage, comme vous dites. Voilà, on vend par exemple, je sais pas moi, au Zimbabwe, et le Zimbabwe revend à l'Iran. C'est comme ça que ça fonctionne. Là, avec le système de sanctions qu'on a mis en place, donc il y a 8 paquets européens, un 9e qui arrive, les Américains ont fait de même. Là, c'est des sanctions qui ont rien à voir avec ce qui a... Là, vous parlez de la Russie. La Russie, voilà, les sanctions qui... Mais restons d'abord sur ces armements, parce qu'on imagine que les Russes sont capables de la même manière d'assembler des matériaux qu'ils se procurent en provenance des États-Unis, soit parce qu'ils sont vendus dans le commerce sur des drones civils, soit parce qu'ils font un détour, comme vous dites, par des pays tiers. Oui, alors, sauf que là, pour l'instant, justement, les sanctions que nous avons décidées au niveau européen, enfin au niveau occidental en tous les cas, puisque ça touche aussi la Corée, ça touche le Japon, etc., on est en train de bâtir une grande muraille de Chine autour de la Russie et indirectement autour de l'Iran, parce que l'Iran, elle va être sous sanctions, elle va avoir un régime de sanctions qui va être équivalent à celui qui tape sur la Russie. En plus, il faut bien voir que cette technologie, donc qui vient d'Iran, il faut voir que ça peut vite se tarir. En 2014, quand on prend des sanctions, justement, sur ces matériaux de double usage, sur les puces, etc., en 2014, au moment de l'annexion, vous savez, vous vous rappelez de la Crimée par la Russie. À partir de là, les Russes ont cessé, en 2014, de pouvoir construire des matériels de nouvelle génération. Leur fameux tank Armata, ils n'ont jamais pu le mettre en production. Donc ça va extrêmement vite. Donc là, ils ont bénéficié, si vous voulez, je pense, avec ces drones iraniens, c'est qu'ils ont bénéficié en quelque sorte d'un moment d'une fenêtre d'opportunité pour qu'on puisse pour se fournir avec ces armes. Mais ça va vite se tarir. Ça, j'en suis certain. Pas complètement. Votre vision est optimiste, mais si on comprend bien le mécanisme tel que nous l'a expliqué Quentin, il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui même, on ne puisse pas continuer à acheter ce matériel américain puisqu'il équipe des drones civils, des gros jouets, pour le dire court. Surtout que l'Iran s'est spécialisé notamment dans la production de drones de ce type et ne le fait pas qu'en Iran. C'est-à-dire qu'il y a des usines de production de drones iraniens en Syrie, par exemple. Alors, ils sont bombardés régulièrement par Israël, ce qui fait qu'ils ne sont pas exportables directement en Russie.
mais ils ont quand même ils en ont quand même encore sous le pied. Par ailleurs, en Russie, depuis plusieurs semaines, certaines usines d'armement ont été réactivées, fonctionnent absolument 24 heures sur 24. Alors, je ne sais pas si c'est pour produire des drones, mais il est évident que les Russes ne vont pas attendre comme ça de voir leur équipement militaire s'épuiser et qu'ils sont en train d'anticiper la suite pour une guerre qui va être longue et que les usines militaires tournent à bloc. Et moi, si j'étais eux, justement, je fabriquerais du matériel assez rapide à faire et assez sommaire qui ne nécessite pas justement de haute technologie. De haute technologie. Je veux être sûr d'avoir bien compris. C'est du matériel rudimentaire. Donc, quelles que soient les sanctions et les embargos, on pourra, les Russes ou les Iraniens... Il y a plein de pays, David, qui n'appliquent pas les sanctions contre la Russie. Pourront continuer à les fabriquer. Il y a des pays africains, il y a des pays asiatiques. Avec du matériel américain. Alors, avec du matériel américain, peut-être pas, mais l'industrie russe, effectivement, a pâti des sanctions parce que le matériel russe utilisait des composants occidentaux. Mais demain, en rachetant des composants similaires mais chinois, il n'y a pas de raison de ne pas faire tourner sa propre industrie. Mais quand bien même elle pourrait continuer à acheter ce matériel américain, puisque en achetant des gros drones qu'on trouve dans le commerce ou pour les aéroclubs, c'est le même matériel. Donc rien ne l'empêcherait de le faire. Absolument. Aujourd'hui, tout fonctionne avec des puces, que ce soit n'importe quel matériel électroménager, j'allais dire même. Vous avez des robots partout. Donc vous achetez des robots civils qui vont tourner votre gazon. Dedans, il y a des systèmes qui vous permettent ensuite de le transformer, de le mettre dans un autre appareil à vocation militaire. Donc il faut simplement avoir en tête que ces embargos sont très utiles pour les armements sophistiqués, sans doute, mais que pour les armements rudimentaires comme ce type de drone, ils ne sont pas opérants. Alors il y a les drones et les composants qui sont, eux, moins rudimentaires qu'il n'y paraît. Parce que les semi-conducteurs en question, ce sont du matériel que ni les Russes ni les Iraniens ne peuvent produire. C'est bien là tout le problème. Donc le système d'armes est rudimentaire, mais la technologie qui est dedans l'est beaucoup moins. Donc la question que vous posez est la bonne. Est-ce que l'on va trouver le moyen de faire un embargo sur les semi-conducteurs ? Les Américains n'ont absolument aucune envie de le faire. Ce que veulent faire les Américains, c'est d'essayer de capter cette technologie dont 55% se trouvent en Asie, entre deux pays, en fait, la Corée du Sud et Taïwan. Taïwan, c'est 60% des microprocesseurs que vous évoquez là. Et qu'ont fait les Américains ? Ils ont acheté la technologie pour l'amener chez eux. Donc eux, ils vont être beaucoup plus vigilants à l'avenir. Donc il y a deux usines de ce qu'on appelle Taiwan Semiconductor Corporation, la compagnie qui fabrique la quasi-totalité de ces microprocesseurs, qui se retrouvent dans tous les missiles du monde, pas seulement ceux que l'on voit sur ces dates, quasiment tous les missiles, et donc les drones. Donc la vraie question, c'est comment est-ce qu'on trouve le moyen à l'ONU de renforcer la régulation de ces technologies. Mais pardon Emmanuel, la résolution n'est pas passée. Quand il y a un embargo, quand on dit il y a un embargo sur les semi-conducteurs, effectivement, on sait que ça touche très durement l'industrie d'armement russe pour des matériels assez sophistiqués. On a dit qu'au départ, ils essayaient d'aller prendre les puces effectivement dans les machines à laver, et puis que ça ne suffisait pas. Mais est-ce que cet embargo va toucher les matériels civils ? C'est-à-dire, est-ce que ça signifie que la Russie n'a plus le droit d'acheter sur catalogue les drones qu'on vend dans les aéroclubs et qui n'ont rien à voir avec du militaire? Non, parce que c'est compliqué parce que c'est sur Amazon. Donc c'est complètement. Voilà. Limiter la vente. Oui, et là, ce qui est compliqué, alors dans la question que vous posez, c'est le double usage. Et en plus, donc il faudrait décider qu'on n'exporte plus nos matériaux à double usage vers, par exemple, les pays africains ou tous les pays qu'on soupçonne de revendre à l'Iran, aux États-Unis. C'est possible. Je vous signale quand même que les Américains, c'est ce qu'ils font avec l'Iran. C'est-à-dire que dès qu'un pays est soupçonné, ou une banque est soupçonnée de faire un commerce, par exemple, ne serait-ce qu'en utilisant du dollar avec l'Iran, alors qu'il n'est pas directement lui-même soumis à embargo, eh bien, il tape sur la banque, il tape sur le pays qui ose faire le commerce. Donc, s'il décide d'être plus vigilant, et les Américains, je peux vous assurer, s'ils veulent que ça s'arrête... Même pour du matériel civil. Oui, même pour du matériel civil, ils sont vraiment capables de le faire. Aussi, avec l'Iran, on l'a vu, et les banques françaises notamment ont subi les conséquences, puisque nous avons quand même des banques qui ont été condamnées à des dizaines de milliards d'amendes, parce qu'elles se sont livrées à des transactions tout à fait légales. Ça, c'est le levier de la monnaie.
Ah oui, c'est mais le levier de la monnaie oui. pour les sanctions. Oui, mais donc si on dit par exemple au Zimbabwe, je ne sais pas pourquoi je prends toujours le Zimbabwe comme exemple, si on chope Vous êtes un fan de Mugabe. Voilà. Non, mais prenez les Émirats Arabes Unis. c'est le meilleur exemple. Et prenons les Émirats Arabes Unis. Si on retrouve des puces ou du matériel de nos drones dans une arme américaine, une arme iranienne, à ce moment-là, on vous sanctionne. Et les sanctions contre les Émirats Arabes Unis, ça peut leur faire très mal. S'ils veulent vraiment que ça s'arrête. Voilà. Alors, ce n'est pas forcément le cas, puisque Antonio Gutiérrez a voulu porter cette question au niveau du Conseil de sécurité, sur demande insistante de la France, de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Il n'y a pas eu de consensus des autres membres du Conseil de sécurité. Donc je ne suis pas certain que ce soit aussi évident que cela. Il y a effectivement le principe de l'extraterritorialité qui ne fonctionne pas vraiment, puisque ce dont on parle aujourd'hui, ce n'est pas le fait qu'on ait contourné l'embargo et le 8e, puisque le 9e package des sanctions n'est pas passé, mais c'est que c'est l'embargo iranien qui n'a pas fonctionné. Puisqu'il y a une résolution onusienne, la 2231, qui interdit précisément toute vente de ce type. C'était quand même il y a 7 ans. Eh ben, ça fait dire que depuis 7 ans, les sanctions ont été contournées. Parce qu'il y a ce double usage, comme vous dites, Parce qu'on entre n'a le pas civil sanctionné et le les pays. militaire. Il n'a pas sanctionné les pays dont on a dit qu'elles. Et pour que les choses soient bien claires, l'embargo, en revanche, a une utilité pour empêcher aussi bien l'Iran que la Russie de fabriquer des armes sophistiquées. Là où il n'y a pas de double usage civil-militaire. Là-dessus, on est bien d'accord, ou pas? Oui, mais ils y arrivent quand même, les Iraniens, parce que les Iraniens, aujourd'hui, sont capables... Ils enrichissent leur uranium. Dans le même temps, ils construisent des missiles. Alors, parce qu'en fait, si on veut avoir des missiles intercontinentaux, il faut être capable de faire de la séparation des tâches. C'est ce que font les Iraniens. Parce qu'ils sont très avancés scientifiquement. Oui. Il y a une tradition scientifique en Iran. Mais il faut des matériaux. Donc ces matériaux-là, il faut les construire. Pour balancer une fusée ou un missile qui soit guidé et qui aille sur son objectif, il faut quand même des composants. Il y a tout un tas de pays dans la région, de la Corée du Nord au Pakistan, qui ont sont une tradition scientifique. Bien sûr. Non, puis il y a des échanges de bons procédés entre tous ces pays qui s'opposent à la fois aux États-Unis et aux démocraties. Enfin, donc, et a fortiori quand il y a des sanctions. Mais pour revenir, pour revenir au cas de la Russie, est-ce qu'on peut dire avec certitude que l'embargo, et en particulier sur les semi-conducteurs, empêche les Russes de construire désormais leur char dernier cri? Personne ne le lit, c'est même le contraire. Non, mais c'est pour que les choses soient claires, qu'on n'ait pas le sentiment que l'embargo, ça ne sert à rien. C'est intéressant ce qui est en train de se passer actuellement, c'est intéressant parce que l'énervement russe qui monte leurs missiles, etc. Qu'est-ce qui se passe? On va leur livrer des patriotes. Nous, les Français, enfin, on va leur livrer un système qui est un système assez remarquable, qui s'appelle le système antimissile Mamba, qui est un système franco-italien, donc qui permet... C'est les Italiens qui vont livrer. Oui, c'est les Italiens qui vont livrer. Et donc, c'est avec une portée de 120 km. Donc, c'est une brique absolument essentielle du bouclier antimissile qu'on est en train de déployer doucement, sans le dire. Ça se fait en douceur, mais ça va se faire au-dessus de l'Ukraine. Je peux vous dire que ce matériel non sophistiqué, comme vous dites, ne passera plus du tout. Parce qu'il faut un matériel super sophistiqué, justement, pour pouvoir échapper aux batteries antimissiles. Tant mieux. Tant mieux. Et on a déjà vu que hier, sur la journée d'hier, 13 drones de ce genre lancés sur Kiev, et avant même que les Ukrainiens aient les Mamba, mais je crois qu'ils en ont déjà quelques-uns. Ils ont des patriotes, je crois. Avant même qu'ils aient... Ils ont quoi? Non, ils n'ont pas de patriotes. Ils ont une batterie S-300 qui a été livrée par les Slovaques au début du conflit. Par les Slovaques. Mais et puis ils avaient aussi des S-300 précédemment. Mais enfin, les Slovaques ont livré... En tout cas, ils ont réussi à intercepter 13 drones sur 13. Mais c'est pas grâce aux missiles, c'est pas grâce aux S-300. Ah ben non. Et ça ne sera pas grâce aux patriotes. Parce qu'en fait, ce sont des missiles antimissiles. Donc ça n'ira pas frapper les drones. C'est des missiles qui vont très vite. Et face à des drones beaucoup plus petits, ça n'est pas prévu pour ça. Le Mamba... le coût du missile contre un drone, ça n'a aucun sens. C'est pas sûr. Mais alors, avec quoi on intercepte les drones hier? Ils interceptent avec du canon anti-aérien, j'allais dire, basique. Ouais. Parce qu'en fait, en termes de couverture anti-aérienne, en fait, il faut plusieurs couches en fonction des missiles ou des avions ou des drones. Donc en fait, vous avez la couche basse, vous avez la couche moyenne altitude, la couche très haute altitude. Et donc en fait, en fonction du système, les systèmes n'ont pas les mêmes normes ni possibilités. Donc en fait, les mêmes objectifs. Absolument. Donc en revanche, le Patriote, on peut l'utiliser en sol-sol. Il n'est pas prévu pour le sol-sol, il est prévu pour le sol. Dernier sujet.